CMU le matin. Si vous venez de nous allumer, notre invité est Jean-Charles Bouchou, psychanalyste et formateur en institut dans la région d'Arles et de Montpellier, que l'on reçoit pour son livre Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Et surtout, comment leur échapper, oui. Aux éditions Erol. Jean-Charles, cette notion de pervers narcissique, on l'entend dans le langage commun, mais c'est peut-être parfois difficile de mettre des vrais mots dessus. Quelle serait la définition la plus efficace, on va dire. Plus facile. C'est assez difficile de répondre à votre question. J'y passe les premiers chapitres. Oui. Définir qu'est-ce que c'est que le narcissisme, d'abord, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je crois que avoir confiance en soi, l'estime de soi, l'appellent les psychologues, c'est plutôt une force dans la vie. Quant à la perversion, je crois qu'il faut aller du côté de l'intention de nuire, c'est ça. Donc un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vouloir se nourrir de l'image de l'autre et avec une intention de nuire et de faire du mal. Ce livre, vous le destinez à quel public en particulier? C'est tout public. Je crois que c'est écrit dans un langage suffisamment facile à comprendre. Et en plus, étayé de beaucoup d'exemples, de façon à ce qu'on puisse faire le lien entre la théorie et la réalité, ce qu'on vit. Dans sa famille, dans son couple, dans son travail. Pas mal d'exemples. C'est-à-dire, vous êtes parti de votre expérience personnelle, du constat que vous faisiez qu'il y en avait de plus en plus des pervers narcissiques, ou qu'on ne savait pas forcément identifier quelle était la toxicité dans leur rapport aux autres, ou... Ouais. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, je sais qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, les gens qui viennent consulter sont souvent des gens qui sont en lien ou qui ont été en lien avec des pervers narcissiques. Donc j'y suis confronté pratiquement journellement. Alors, vous savez qu'à la télé, on aime bien simplifier, on aime bien les grands agrégats, si je veux dire. Est-ce que dans la société française, il y a beaucoup de pervers narcissiques et c'est quelque chose qu'on peut identifier? Je pense pas qu'il y en ait plus dans la société française que dans une autre société. Non, mais je parle pour nous, pas spécifiquement culturellement, mais de se dire... il n'y a pas de fantasme derrière ça, c'est stable, il y a 3, 5, 10% des gens qui... J'en ai aucune idée, là, je ne saurais pas répondre à votre question. Je sais que j'y suis beaucoup confronté, donc c'est quelque chose qui existe. Vous êtes confronté aux victimes, en fait, vous, en tant que généralement, victimes, oui, les pervers ne consultent pas. Vous disiez au début, l'intention de nuire, est-ce qu'ils sont conscients? Parce que souvent, en psychanalyse, en psychiatrie, on dit qu'on n'est pas conscient. Est-ce que là, la personne est consciente qu'elle veut nuire à l'autre, ou est-ce qu'elle le fait à l'insu de son plein gré, si je pourrais dire? Elle ne peut pas en être consciente, sinon elle ne le ferait pas. Quand elle en prendrait conscience, elle utilise un mécanisme que je décris beaucoup dans le livre, qui est le déni. C'est-à-dire qu'elle dénie complètement la responsabilité de ses actes, les conséquences de ses actes. Et surtout, ils font aussi porter à l'autre ce qui devrait être leur culpabilité. Ouais, c'est-à-dire qu'ils utilisent des mécanismes qu'on appelle l'identification projective, c'est-à-dire c'est de ta faute, à cause de toi. Si je vais mal, c'est à cause de toi. Voilà. Et ils arrivent, à force, à transférer leur mal-être dans leur victime. C'est-à-dire que la victime se dit finalement je suis la source, l'origine de tous les problèmes, alors qu'en fait elle a juste pris sur ses épaules les problèmes qui ne sont pas les siens. Tout à fait, et qu'on lui fait porter volontairement. Et paradoxalement, le pervers reste. Parce que si effectivement il a affaire à quelqu'un qui est négatif, il n'a qu'à partir. Non, il reste et il assujettit sa victime. Alors par quel moyen, vous l'expliquez dans un des chapitres, il y a différents moyens, la parole par exemple. Ah, tout à fait. Il est maître généralement du côté de la parole. Et il n'a pas peur de rentrer dans le paradoxe. Il va reprocher à l'autre, je donne un exemple d'ailleurs, d'être infidèle, et va lui dire, puisque tu es infidèle, puisque nous n'avons pas les mêmes valeurs, tu dois comprendre que je te trompe. C'est normal. Oui, donc c'est toute l'ambivalence. Voilà, fais ce que je dis, surtout pas ce que je fais. L'idée, c'est aussi d'utiliser des techniques pour mettre la victime ou la personne en face dans des situations intenables. L'injonction paradoxale, par exemple. Rapidement, expliquez-nous... une injonction paradoxale, c'est une injonction à laquelle on ne peut pas répondre. J'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « soyez spontané ». Voilà. Soyez naturel. Donc je vais essayer là d'être naturel. Alors que c'est un impératif. On peut pas répondre à l'injonction. Les injonctions à double contrainte aussi. C'est-à-dire que quel que soit le choix que vous faites, il est forcément mauvais. Est-ce que dans le pervers narcissique, en parcourant votre livre, il se nourrit, en fait, il a besoin d'être aimé par l'autre, quand même, l'amour de l'autre, et est-ce que plus l'autre souffre à cause de lui, plus il a l'impression qu'il aime? Est-ce qu'il y a cette notion de souffrance de la victime égale l'amour qu'elle me porte? Je donne un exemple dedans où j'ai l'impression que le pervers en question prend la souffrance de l'autre pour une preuve d'amour. Voilà, c'était ça ma question. Ça existe, oui. Et la victime, finalement, du coup, peut accepter cette souffrance parce que c'est une preuve d'amour. Tout à fait. Quelle stratégie autre que la parole ils développent les pervers narcissiques pour arriver à leur collage. Ils ont besoin de coller à leur victime. Ils ne permettent pas à leur victime de prendre de la distance. On peut penser que si la victime, et c'est ce que je propose d'ailleurs à un moment donné, il faut couper absolument la relation, prendre de la distance. Si la victime pouvait prendre de la distance, elle finirait bien par se rendre compte de la toxicité de la relation.
En fait, les effets sur la victime, c'est un genre de virus, mais à petit feu. Oui. Parce que c'est un petit peu, si la personne tombe trop bas, c'est-à-dire vraiment tombe en dépression et ne peut plus être la victime, ça fonctionne pas forcément pour eux. Il faut le maintenir aussi dans un état. On alterne. Le fait que la victime tombe en dépression, ne pose aucun problème. Je crois. Alors, la dernière question qui fait les dernières questions qui font partie de ce troisième pôle, si vous voulez, comment on peut leur échapper? Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Parce que c'est ça aussi, c'est un guide de survie. Je crois qu'à un moment donné, la victime n'arrive plus à réfléchir sainement. Je crois qu'il est important pour la personne qu'elle prenne conseil auprès de quelqu'un de neutre qui va pouvoir, à partir de sa distance, lui renvoyer l'aspect toxique de la relation et puis couper cette relation, en sortir. Il faut absolument prendre de la distance. Après, quand la distance est posée, quand le temps aura passé, on pourra à ce moment-là faire le point. Peut-être même se remettre en question. Alors j'ai un exemple que j'ai envie de citer parce que ce qui est bien fait, donc il y a le côté description dans un langage simple, donc ça c'est bon, on l'appréhende et histoire de bien comprendre, vous émaillez ça d'exemples que vous avez évidemment brouillés, enfin de votre pratique. Xavier revient de l'école et annonce à son père qu'il a eu 14 sur 20 à son devoir. Le père, apparemment exigeant pour son fils, lui dit que c'est pas assez. Alors Xavier redouble de travail et présente quelques temps plus tard à son père un 16 sur 20. Alors le père n'est toujours pas satisfait, demande à son fils de faire des efforts. On a déjà entendu ce genre de situation. Quand Xavier lui présentera un 19 sur 20, son père lui demandera pourquoi il n'a pas eu 20. Tout à fait. Xavier attend la reconnaissance de son père, et donc là c'est l'explication. En même temps qu'il nourrit une rancune de ne pas l'obtenir, il met donc toute son énergie au service de ses études, il deviendra professeur, mais il n'aura pas la reconnaissance attendue. Quand il annoncera fièrement à son père qu'il vient de réussir l'agrégation, son père lui demandera « On t'en a fait cadeau ?» On t'en a fait cadeau. C'est affreux ce genre de gars, mais c'est horrible. Donc en fait, sous couvert de demander à son enfant de donner le meilleur de lui-même, en réalité, il le met en échec. Alors c'est vrai que ça va lui permettre de réussir, mais c'est vrai aussi que Xavier est dépressif, il vit sous antidépresseur. Donc avoir son agrégation, c'est formidable. On appelle sublimation cette rage, par exemple, qu'a Xavier, et qu'on met au service de ses besoins, de son désir ou même de la société. C'est vrai que c'est à la fois sa pulsion, qui est une pulsion de rage à un moment donné, chez Xavier, qui va lui permettre d'obtenir l'agrégation. Mais c'est vrai aussi qu'il n'est pas heureux. La sublimation chez les hommes politiques, peut-être, non ? Oui, quand ils réussissent. Oui. Ou quand nous réussissons. Vous avez une phrase je terminerai là-dessus, un petit peu le père de la définition, qui s'appelle Paul-Claude Racamier, c'est ça ? Donc, en ce qui concerne les pervers narcissiques, tuez-le, il s'en fout. Humiliez-le. Il en crève. Le pervers narcissique fait tout pour son image, c'est-à-dire qu'il est coupé en deux avec une basse estime de lui et le désir de briller. La victime est là pour supporter la basse estime qu'il a de lui. On l'a vu tout à l'heure, je le disais, il va dire à cause de toi, c'est de ta faute, tu vaux vraiment rien. Donc il projette dans sa victime sa basse estime de lui-même et en profite pour briller. Il se revalorise aux dépens de sa victime. Si on dit à quelqu'un tu es un imbécile, on présuppose en même temps qu'on est tellement intelligent qu'on a pu le voir. Vous voyez ? Donc oui, si on voulait faire du mal à un pervers narcissique, effectivement, il faudrait briser son image. C'est une des pistes évoquées. Oui, mais qui est dangereuse. C'est pas parce qu'on va lui faire du mal. Oui, ça nous ferait, ça ferait de nous à ce moment-là un pervers. Ah, ça se retourne en plus contre nous. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant tout au long de ce livre, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a un genre de fil rouge on s'attache quelque part à des personnages finalement. Il y a l'histoire de ce couple avec Jacques et Pierrette. Jacques et Pierrette. Qu'on retrouve au fur et à mesure. Alors, on va pas tout dire pour pas déflorer justement, mais ça vous a donné vous l'idée à titre personnel d'en faire un roman. Tout à fait. Oui, parce que j'organise aussi des débats. Depuis que le livre est paru, et je suis toujours surpris quand je donne la parole aux gens, je m'attends à ce qu'on me pose des questions sur la psychanalyse, et on me demande, et alors, comment va Jacques ? Oui, voilà. Alors, et la pauvre Pierrette, c'est quand même quelqu'un qui souffre. Ah non, mais c'est terrible. Ouais, alors, sinon, très récemment, vous avez sorti C'est plus fort que moi. La Pulsion, toujours aux éditions Erol. On vous renvoie évidemment à notre site web, Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup. Toutes les infos concernant ces deux livres, vous les retrouvez sur notre site france3.fr et on clique sur Sud. Allez, on part un petit peu prendre l'air à la Bambouserie d'Anduze. Bernadette Chenet expose en ce moment. Elle expose ses œuvres dans ce superbe écrin naturel. Regardez.